Quelques semaines avant Noël l'année dernière, ma sœur aînée, Shani, m'a annoncé que sa fille avait fait un AVC. À l'époque, Shani se trouvait à l'autre bout de l'océan, en République dominicaine, notre terre natale, tandis que j'étais chez moi, dans le New Jersey près de sa fille. Ma première pensée, ce n'était pas possible. Comment une femme de 37 ans en bonne santé pouvait-elle faire un AVC? Shani m'a demandé si je pouvais parler au médecin pour savoir si la situation était aussi grave que sa fille le laissait entendre. Quand je l'ai fait, j'ai appris que la situation était pire que ce que nous imaginions. Ma nièce, Stéphanie, a été diagnostiquée avec la maladie de Moyamoya, une pathologie progressive rare qui affecte les vaisseaux sanguins du cerveau. La cause de sa maladie était inconnue et risquait de causer davantage de dommages, une menace qui a plané sur notre famille pendant les fêtes. En l'espace de quelques mois, ma nièce a fait 2 autres AVC, et les dommages combinés des 3 attaques ont nécessité une intervention chirurgicale pour améliorer le flux sanguin vers la zone touchée de son cerveau. Les chances de rétablissement étaient aussi opaques que les images floues de son cerveau sur les scanners, cette même opacité qui donne au mot moya-moya son sens japonais brumeux, comme une bouffée de fumée. Ce n'était pas la première fois que ma famille était confrontée à des conditions médicales difficiles. Enfant, en grandissant en République dominicaine, j'ai vu Shani se tordre de douleur à cause de la drépanocytose, pleurant pendant des jours entiers. À l'époque, j'étais jalouse. Elle avait le droit de ne pas aller à l'école. On la choyait, on lui apportait de la nourriture et des collations au lit. Mes parents la traitaient comme cet enfant fragile et spécial dont tout le monde devait s'occuper, même lorsqu'elle n'était pas en crise. Lors de ces épisodes terribles, qui pouvaient durer des jours ou des semaines, elle ne semblait pas malade. Pas une seule ecchymose n'apparaissait. La petite fille de 7 ans que j'étais la regardait avec suspicion faisait-elle semblant. Après tout, lorsqu'elle n'était pas malade, c'était une athlète qui excellait au volley-ball, marquant souvent le point de la victoire en contorsionnant son corps de manière inimaginable. Elle n'avait peur de rien, sur le terrain comme en dehors, et était populaire grâce à son humour et sa beauté, courtisée par les garçons et les hommes dès l'âge de 11 ou 12 ans. Lorsqu'elle est tombée enceinte à l'adolescence, elle a mûri sous mes yeux, assumant les responsabilités de la maternité avec une détermination qui m'a coupé le souffle. J'ai compris que la douleur chronique ne privait pas une personne de la possibilité d'avoir une vie épanouie. J'avais toujours admiré ma sœur, je l'adorais. Je convoitais aussi l'attention qu'elle recevait, parce qu'elle était malade ces longs après-midi humides, des Caraïbes, où mes parents nous réprimandaient si nous faisions trop de bruit et perturbions le peu de repos que Shani pouvait trouver. À l'époque, je pensais souvent que je serais prête à échanger mon corps sain contre celui de ma sœur, à endurer la douleur de la drépanocytose en échange de ce traitement de faveur. D'une manière inattendue, ce vœu morbide est devenu réalité. Lors de ma première grossesse, mon obstétricienne m'a annoncé que mes analyses de sang indiquaient que j'étais porteuse du trait drépanocytaire et que nous devions donc tester mon mari. Nous avons tous deux été stupéfaits d'apprendre qu'il était également porteur. Cela signifiait qu'il y avait 25% de chances que notre bébé soit atteint de drépanocytose. Après d'autres examens, nous avons appris que notre bébé naîtrait effectivement avec cette dangereuse maladie du sang. Au cours de ce même rendez-vous de suivi, mon obstétricienne a mentionné à mon mari et à moi que la drépanocytose était une raison légitime pour interrompre la grossesse. J'ai immédiatement pensé à Shani, à ce que cela aurait signifié si ma mère avait eu ce choix et l'avait fait. Une horreur sourde m'a envahie, et je me suis tournée vers mon mari, craignant que ce ne soit une option qu'il envisage. Le médecin nous étudiait. Nous avions tous deux l'air plus jeunes que notre âge, mais à 34 ans, j'approchais de ce qu'on appelle une grossesse tardive. J'ai senti un vent froid s'engouffrer dans la pièce, imperceptible pour quiconque, sauf moi. Sur le mur du cabinet médical, je me suis concentrée sur l'image joyeuse d'une cigogne, portant un paquet de bonheur dans son bec tout en volant, les ailes déployées. Mon mari m'a tenu la main, attendant que je parle. Nous gardons notre bébé, ai-je dit. Lorsque mon mari n'a pas pu assister à mon rendez-vous suivant, ce qui était rare, le médecin s'est penché vers moi et m'a expliqué ce que signifiait la drépanocytose des années de transfusion sanguine, une douleur invalidante, une espérance de vie réduite. Je lui ai dit que je connaissais la maladie. Elle m'a demandé si je me sentais obligée de garder le bébé. Elle ne l'a pas dit directement, mais je savais qu'elle faisait allusion à une pression de la part de mon mari. Certaines personnes considèrent que donner naissance malgré ce genre de diagnostic est l'acte véritablement égoïste, a-t-elle déclaré. Mettre au monde un bébé dont l'existence ne sera que douleur et souffrance. À qui cela profite-t-il?
C'est à vous seul de prendre cette décision. J'ai été inondée de tendresse pour mon enfant à naître, en même temps qu'un sentiment de protection pour ma sœur, et les personnes comme elle qui étaient nées avec une maladie, mais dont l'existence ne se résumait pas à cela. J'ai l'intention de garder mon bébé, ai-je dit, mal à l'aise. Peut-être était-il bon que le médecin soit assez audacieuse pour avoir cette conversation. Si j'avais subi des pressions pour garder le bébé, n'aurait-ce pas été une aubaine d'avoir un soignant prêt à soutenir une option contraire? Pourtant, elle m'a troublée, et je l'ai quitté pour une sage-femme. Quand mon fils Julien a eu 1 an, nous avons commencé à voir les premiers signes de la maladie. Je suis allée voir ma sœur. Personne d'autre ne pouvait comprendre la décision que nous avions prise. Le médecin a dit que notre fils risquait de faire un AVC. Il aurait besoin de transfusions sanguines régulières. Le médecin de mon fils nous a également informé que le seul traitement curatif disponible alors pour les personnes nées avec la drépanocytose était une greffe de moelle osseuse. Comme mon mari et moi sommes tous deux. Noir, il est afro-américain. Je suis afro-latine. Il serait difficile de trouver un donneur compatible en raison du manque de personnes noires inscrites sur les registres de donneurs. La meilleure chance pour Julien était d'avoir un frère ou une sœur. Nous prévoyons déjà d'avoir un autre enfant, même si ce n'était pas si tôt. Pour maximiser les probabilités d'une compatibilité, on nous a toutefois encouragés à concevoir par fécondation in vitro. Les chances par voie naturelle n'étaient que de 25%. Pourtant, j'avais la certitude que mon corps produirait un donneur compatible. Quand j'ai dit à mon mari que je ne voulais pas faire de fil, que j'avais confiance en mon corps, il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Ma mère, mes amis, tout le monde était de son côté, disant que c'était un risque qui n'en valait pas la peine. Et si, Dieu nous en préserve, nous avions un deuxième enfant atteint de drépanocytose? Seule Chani m'a dit de me faire confiance. Si tu crois que ton corps peut le faire, a-t-elle dit, il le fera. Lorsque j'ai accouché de ma fille sans l'intervention de la FIV, elle est née sans drépanocytose. Les enfants avaient 2 ans d'écart. Nous avons traversé la première greffe de moelle osseuse dès que ma fille a eu 1 an. Puis nous avons dû en subir une autre parce que la première avait échoué. Pendant ce temps, Chani s'était installée chez nous pour nous aider à nous occuper de nos enfants et était devenue une mère à plein temps pour ma fille pendant les longues semaines où mon mari et moi vivions à l'hôpital avec notre fils, avant et après la greffe. Au cours d'une période particulièrement difficile, alors que j'étais loin de la maison depuis des semaines pour veiller sur mon fils, c'est Chani qui m'a dit « Ta fille a besoin de toi aussi ». J'ai compris qu'elle parlait d'un lieu de nostalgie. Lorsque nous avons émigré aux États-Unis, sa fille n'avait pas encore 1 an. Notre mère avait pris la décision que Chani partirait pour l'Amérique, même si sa fille n'avait pas obtenu de visa. Nous pensions que ce ne serait qu'une question de quelques mois, peut-être 1 an, avant qu'elle ne soit réunie. Mais au moment où Stéphanie a pu voyager vers les États-Unis, elle avait 16 ans. Et bien que ma sœur ait fait des allers-retours durant ces années-là, le poids de l'absence était lourd. Elle avait manqué une si grande partie de l'enfance de sa fille. Stéphanie a été opérée du cerveau en mars. Son processus de rétablissement est lent. Au cours des derniers mois, Chani a dû apprendre à sa fille adulte à parler, à marcher, à lire. Stéphanie a besoin d'aide pour se baigner. Mais elle est jeune. Avec un esprit rebelle, il y a donc des raisons d'être optimiste. Par un étrange concours de circonstances, Chani aide aujourd'hui sa fille à franchir les étapes qu'elle a manquées lorsqu'elle vivait séparée, rattrapant le temps perdu. Tout comme elle m'a aidé à comprendre, au moment le plus crucial, comment assumer pleinement et avec amour la tâche inconcevable d'être mère.